L'Union européenne a pour objectif de promouvoir l'économie circulaire et pour cela, elle lance le passeport numérique produit. Une innovation qui prendra une bonne dizaine d'années à mettre en place. Loin d'être seulement une contrainte, ce programme de l'Union affiche d'ambitieux objectifs de réduction de notre empreinte carbone. En outre, il servira à améliorer la traçabilité des produits pour les consommateurs, mais aussi pour les fabricants et les distributeurs. C'est ce que m'a expliqué Karen Serfati, dirigeante du salon Tech for Retail, dont Visionary Marketing est partenaire média. Ce salon se tiendra à Porte de Versailles les 28 et 29 novembre 2022. Il est dédié aux innovations technologiques et digitales pour le commerce et la vente en ligne. Pour l'occasion, nous avons demandé à Karen de faire un zoom sur cette innovation intéressante du passeport numérique des produits. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, une innovation intéressante et en avance de phase, le passeport numérique produit d'une contrainte vers une opportunité. Commençons par nous poser la question de savoir pourquoi il faut un passeport numérique produit. Alors, le passeport numérique produit fait partie des mesures préconisées par l'Union européenne dans le cadre de l'éco-conception durable et de l'économie circulaire. C'est une directive de mars 2022. Je vous ai mis le lien dans l'article qui vous permettra d'aller consulter le document. Voici ce que vous pourrez apprendre sur le site de la Commission européenne au sujet du passeport numérique produit. Le nouveau passeport numérique des produits fournira des informations sur la durabilité environnementale des produits. Il devrait aider les consommateurs à faire des choix éclairés lorsqu'ils achètent un produit, faciliter la réparation et le recyclage et améliorer la transparence en ce qui concerne l'incidence de l'intégralité du cycle de vie d'un produit sur l'environnement. Le passeport devrait également aider les autorités à mieux exécuter leurs tâches de vérification et de contrôle. D'ici à 2030, nous dit toujours l'Union européenne, le nouveau cadre pour des produits durables pourra permettre d'économiser 132 millions de tonnes équivalent pétrole d'énergie primaire, soit environ 150 milliards de mètres cubes de gaz naturel, ce qui équivaut pratiquement aux importations de gaz russe par l'UE, c'est donc d'actualité. Le passeport numérique produit est donc un moyen d'améliorer la traçabilité des produits et la transparence sur leur composition, facilitant ainsi leur recyclage, leur réutilisation ou revente. Voici donc ce que Karen Serfati, organisatrice du salon Tech for Retail, m'a confié sur ce sujet dont l'importance pour le secteur de la distribution est cruciale. Je vous laisse en sa compagnie et vous donne rendez-vous les 28 et 29 novembre pour le salon Tech for Retail à la Porte de Versailles à Paris. Bien, je suis avec Karen Serfati. Bonjour Karen, vous êtes dirigeante du salon Tech for Retail dont Visionary Marketing a la chance d'être partenaire. Et nous allons faire un zoom sur les innovations dans le retail. Enfin, il y a une innovation en particulier qui nous intéresse ici, qui est une innovation qui est issue en fait d'une contrainte à l'origine, qui est une loi qui s'appelle le passeport numérique des produits. Et qui, vous allez nous démontrer que finalement, d'une contrainte, on peut faire une force. Absolument. Alors, le passeport numérique en soi, ce n'est pas quelque chose de innovant parce que il y avait cette idée, il y avait déjà des passeports numériques avant. Mais le fait que ce soit la Commission européenne qui a créé une loi et qui oblige tous les produits qui vont être en circulation en Europe à détenir ce passeport unique numérique par produit, l'objectif de ce passeport, c'est d'avoir des produits qui soient beaucoup plus durables, qui soient recyclables, qui consomment beaucoup moins de carbone, que l'empreinte carbone soit moins importante en Europe. Donc ça, c'est la raison pour laquelle la Commission européenne a décidé d'obliger tous les produits à détenir ce passeport numérique. Mais évidemment, c'est pas quelque chose que se fait facilement
parce il faut trouver des normes qui soient mondiales, pas seulement européennes, et qui soient interopérables pour que tout le monde puisse les utiliser et qui soient agiles, flexibles. Voilà, il y a beaucoup de contraintes pour le faire. Et l'acteur principal qui travaille avec la Commission européenne est GS1, qui est un des membres d'ailleurs de notre Genius Board et un exposant en plus au salon, qui travaille avec la Commission européenne pour définir quelles sont les normes de ce passeport. Et pourquoi tellement d'importance pour ce passeport? C'est parce que nous, consommateurs finaux, on aura, le passeport en réalité va se réduire en QR code. On scanne avec nos téléphones le QR code du produit et on a toute l'historique du produit qu'on peut acheter ou pas d'ailleurs. C'est toute l'idée de ce passeport numérique, c'est de donner le choix au consommateur final de l'achat, de voir si ce produit est vraiment écologique, s'il y a possibilité de recyclage. Voilà l'objectif. On aura toute la composition du produit, savoir où il est fabriqué. Tout. Il y aura absolument tout, d'où il vient, tout le chemin qu'il a fait. D'ailleurs, chaque passeport numérique a un identifiant produit. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire pour être simple, pour le consommateur final, derrière ce QR code, il y a un lien internet, un lien web, et dans ce lien, il y aura toutes les informations sur le produit. Ces informations pour le consommateur final sont très spécifiques, mais pour la grande distribution, en tout cas les personnes qui les mettent en vente auront des informations beaucoup plus importantes. Et ça va être derrière ce QR code, on aura vraiment, il y aura toutes les informations nécessaires aussi pour les sociétés qui vont acheter ce passeport. À savoir que le passeport est mis en place au départ par le fabricant. D'accord. Donc, c'est lui qui met en place ce passeport. Maintenant, comme vous avez dit, derrière chaque loi, il y a après toutes les opportunités qui sont données d'ailleurs aux consommateurs finaux et aussi à la société. C'est que donc GS1, d'abord je dois le dire, c'est vraiment lui qui détermine, qui est en train de travailler sur quelle est la norme pour que cette norme soit la même partout. Donc GS1, je vous rappelle, c'est lui qui a créé les codes barres. Hein. On a les codes barres dans tous les pays du monde. Ces codes barres vont se transformer en QR code, qu'on connaît tous depuis le Covid. Ce QR code, on le scanne, on a un site internet qui nous parle du produit. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est le fabricant qui met ce QR code. Maintenant, il y a des sociétés qui sont nées ultérieures, comme Sorga, par exemple, un autre exposant au salon, qui dit, mais comme le produit doit être recyclable, c'est-à-dire que j'achète quelque chose et après il va passer chez quelqu'un d'autre, il se rajoute avec un autre QR code ou dans ce même QR code, pas avec un autre, dans ce même QR code pour faire que quand le produit est recyclé auprès de quelqu'un d'autre, par exemple, le premier produit qui sera obligé par la législation à avoir un QR code sont les batteries des voitures. Et ça, on sait qu'elles vont être très polluantes. Donc, on a besoin de savoir tout ce qui se passe dans cette batterie. Eh bien, dans cette batterie, je peux savoir, avec un QR code Sorga, par exemple, je peux savoir quand elle va chez le garagiste, qui l'a acheté après, je peux continuer les informations, rajouter des informations aux informations principales qui ont été mises par le fabricant. Et alors, pour la batterie, je ne sais pas s'il y a des problèmes de faux produits, mais pour tout ce qui est les produits de luxe, si vous imaginez, vous achetez votre veste, je donne un exemple, Chanel, on sait qu'il y a beaucoup de copies dans ce genre de produits. Eh bien, avec un passeport Sorga, vous allez aussi la preuve de l'authenticité du produit et par qui est passé ce produit. Oui. Et il y aura plein d'autres informations, évidemment, pour le consommateur final et pour le magasin ou la société qui l'a produit, qui est son consommateur final, qu'est-ce qu'il a fait, combien a duré son produit. Donc voilà, c'est une manière différente de consommer
Et surtout, il va nous rendre, nous, consommateurs finaux, beaucoup plus consciencieux de notre choix, parce qu'on ne pourra pas dire on ne sait pas, tout est écrit. Et voilà, et j'espère que ça va produire une Europe beaucoup plus verte de ce qu'elle est aujourd'hui et répondre aux normes que la Commission européenne a mis en place. Bien, de perspectives intéressantes en tout cas sur ce passeport numérique du produit. Alors, vous avez cité quelques marques, je suppose qu'on pourra retrouver ces exposants sur le salon le 28 et 29 novembre à la Porte de Versailles. Tout à fait. Il sera à la Porte de Versailles. Il y aura une table ronde sur le sujet du passeport numérique parce que, évidemment, c'est un sujet majeur. Et pour donner une petite information, ce sujet majeur va probablement prendre 10 ans. Il y aura, la GS1 prévoit, ou la Commission européenne prévoit 10 ans de législation qui vont se mettre pour que le produit ait vraiment du sens. Mais ça va être un moment pour qu'il soit mis en place. 2026, c'est la date pour les batteries, mais on ne sait pas encore. C'est peut-être pour 2030 pour tout ce qui est textile. On sait que tout ce qui est la coloration des t-shirts, la couleur pollue énormément. Donc, ils vont aller doucement parce que c'est pas évident et dans l'objectif de créer des consommateurs consciencieux et des produits plus verts évidemment et surtout pour éviter ce greenwashing qui parfois nous revient directement comme ça. On croit ce qu'on lit et là on pourrait croire vraiment à des informations honnêtes. Eh bien, ça va améliorer effectivement la transparence sur les produits. Et bien, écoutez, on va faire en sorte d'être présent à cette table ronde et nous mettrons dans l'article un lien vers l'inscription pour cet événement. Et pour qui est intéressé, effectivement, donc Sorga et GS1 seront exposants au salon. Vous les retrouvez sur leur stand. Merci Karen et rendez-vous donc le 28 et 29 novembre pour Tech for Retail. Merci beaucoup Yann, bonne journée. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.